Bonjour. Bonjour à tous. Je pense qu'on va commencer, ne serait-ce que parce que vous êtes tous arrivés à l'heure et qu'on ne va pas attendre les retardataires. Juste deux petits mots. Je suis à la fois très contente. Donc vous êtes là aussi en partage avec des gens qui sont à distance et à qui on envoie ces images. Et donc je suis très très fière qu'on puisse être un point d'étape ici chez Léonard ce soir dans ces locaux qui s'appellent Léonard et à l'invitation de la Fabrique de la Cité que je représente et que je dirige. Un point d'étape de travaux qui sont en cours depuis plus d'un an et qui sont en cours encore sous vos yeux ce soir d'ailleurs. C'est un point d'étape. Et pourquoi je suis à la fois fière et honorée? Parce que ça résonne beaucoup avec ce que fait la Fabrique de la Cité. La Fabrique de la Cité, c'est le think tank des transitions urbaines. Que ces transitions, on les observe, qu'on aime bien les comprendre, qu'on les comprend avec des données, qu'on les comprend avec des déplacements et qu'on fait en général des allers-retours entre la théorie et la pratique. Là, ce soir, on aura beaucoup de théorie. Ça va résonner avec beaucoup de pratiques. Ça nous donnera d'ailleurs envie de retourner sur le terrain, vérifier un certain nombre de choses, pas vérifier ce qui va être dit là, mais voir comment ces choses-là prennent corps dans les villes dont on va parler. Et la deuxième raison, c'est que non seulement on s'intéresse aux villes, aux grandes agglomérations, à leur dynamique, mais on s'intéresse aussi depuis 4-5 ans à la Fabrique de la Cité, aux villes moyennes, au sort des villes moyennes, aux dynamiques des villes moyennes. Il y en a beaucoup. Et on va voir qu'elles n'ont pas toutes le même destin en ce moment et que peut-être même que... Et tout ça est encore, je pense, étudié sous toutes les coutures par beaucoup de chercheurs en ce moment. Certaines sont en train de gagner à la période de confinement, d'autres de perdre. Peut-être que les effets d'aller-retour feront qu'in fine, chacun sera resté dans son volume propre. On mesurera ça, puisqu'il y a des effets d'aller, des effets de retour. Et là, donc, je suis assez contente parce qu'on va entendre le fruit de travaux de recherche sur des données qui sont assez nouvelles et qui, à chaque fois que j'en ai parlé dans les dernières semaines et dans les derniers mois, soulevaient l'intérêt de gens qui sont pourtant soit des géographes, cartographes qui ont déjà brassé beaucoup d'informations, soit des gens qui travaillent comme le CEREMA, comme l'IGN, sur des données géolocalisées et qui pour autant semblaient aussi assez intéressés, assez surpris par ce qui sortait de ces travaux. Donc voilà, nous ne sommes qu'un modeste partenaire de ce projet depuis le début, mais on le soutient vivement parce qu'on en attend beaucoup. Et je crois que c'est aussi le cas du grand partenaire Transdev, à qui je passe la parole tout de suite. Et je remercie Laurent Senigou de dire aussi ce que vous attendez de ces travaux de recherche que vous soutenez peut-être même depuis encore plus longtemps qu'un an. Merci Céline. Bonjour à toutes et à tous. Et merci effectivement pour l'invitation à présenter ces travaux de Jacques et de Jean dans ce magnifique écrin. Alors pour Transdev, on ne fait pas d'analyse des mobilités sans géographie. Donc comprendre les territoires, l'aménagement, leur urbanisme, leur évolution, les transitions qui s'opèrent sur les territoires, c'est fondamental pour tracer les mobilités de demain. C'est aussi, alors bien sûr, on a tout un tas d'outils. On utilise des outils depuis très longtemps d'analyse territoriale, de compréhension de territoire, quand notamment on répond à des offres urbaines ou dans le cadre d'offres plus importantes sur des aires urbaines ou des régions. Mais ce qu'on souhaite, c'est aussi profiter de tout l'écosystème des partenaires, des universitaires, des experts, pour apporter des regards un peu nouveaux sur la manière dont on visualise les territoires. C'est un peu renouveler un peu notre compréhension du territoire et se challenger par rapport aux outils qu'on utilise. Le troisième point, c'est le fait qu'on parle beaucoup de ces données qui sont liées aux smartphones, etc.,
Et on a un fantasme dans le transport, c'est que ces données-là, elles vont tout faire, elles vont tout permettre. Et ça fait des années qu'on travaille dessus. Et on a des expériences plus ou moins abouties. Il y en a qui ont marché, il y en a qui ont moins marché. Et là, Jacques et Jean proposaient de faire autre chose avec ces données, de présenter autrement. Et ça nous paraît assez spectaculaire, vous le verrez. Et le dernier point, ça rejoint un petit peu ce que vous évoquiez, Céline, c'est que on pense qu'on est assez mature sur les cœurs de métropole, en termes de compréhension de leurs évolutions, en termes aussi de diagnostic de ce qu'il faut faire en termes de réseau de mobilité. Par contre, on l'est beaucoup moins sur les périphéries, sur les villes moyennes, sur les interactions notamment entre ces villes moyennes, notamment celles qui ne sont pas desservies par des services ferroviaires ou qui sont à l'écart de grandes infrastructures de transport. Et donc ça nous paraissait aussi intéressant d'explorer ce champ et de voir dans quelle mesure on a des zones d'ombre et qu'il faut les corriger en fait, dans les offres de transport et de mobilité qu'on va proposer demain. Donc voilà un petit peu les 4 points pour lesquels Transdev était très heureux de participer à ces travaux. Et je laisse la parole à Jacques et Jean pour vous présenter ces passionnantes études. Alors, Jacques et Jean, qui marchent ensemble, en fait, qu'on va présenter quand même. Jacques Lévy, qui est géographe et qui va se présenter aussi. Et puis, Jean Coll-Défi, expert des mobilités. Et je pense qu'il va falloir que vous commenciez par nous dire quelles données, combien de données, d'où les tirez-vous et comment les avez-vous travaillées. Et je vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup pour l'invitation, pour l'introduction. Donc effectivement, c'est un projet qu'on a démarré il y a 2 ans, mais en termes de travail, c'est depuis 18 mois, il y a le temps du montage. On a réuni un certain nombre de partenaires, donc effectivement des géographes, des partenaires sur la mobilité, Transdev, et puis des associations qui travaillent sur le numérique et la mobilité, comme ATEC ITS France, la Fabrique de la Cité et le ministère des Transports également. Alors, ça marche. Voilà. Donc, pourquoi ce projet ? Je vais attaquer. En 1900, on faisait 4 km par jour. Aujourd'hui, on en fait 40, hors avion international. Donc, c'est l'énorme patate jaune que vous voyez aujourd'hui et qui se fait essentiellement en voiture. Et donc, on peut dire qu'en 1900, on restait dans nos fermes. Et aujourd'hui, on fait beaucoup plus de choses que ça, puisqu'on fait 10 fois plus de kilomètres par jour. Et ça a évidemment un impact non seulement sur la mobilité, mais également sur la manière d'occuper les territoires. Et c'est ce qui nous a intéressés. Alors, l'INSEE vous dit ceci. Vous avez ici l'aire urbaine. Donc la notion d'aire urbaine, c'est l'ensemble des communes dont au moins 40% des actifs travaillent dans le pôle central. Donc vous avez l'aire urbaine de Lyon en 68, 90 et 2011 ici. En blanc, vous habitez, vous travaillez dans la même commune. Donc on est plutôt, vous voyez, à gauche de la courbe, là, qu'on a vu tout à l'heure. Et en rouge, vous faites 50 km par jour, au bas mot. Donc vous voyez qu'on mesure ça avec les données du recensement. Et on est passé c'est une expression de Jacques, donc du fermier qui reste dans sa ferme, à métro, boulot, dodo de l'époque du Fordisme. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Jean Viard le dit, on a gagné, je crois, 400 000 heures de temps libre sur une vie. Donc on a fait x4 sur le temps libre sur une vie, on a fait x10 sur les revenus. La ressource rare, c'est bien le temps. Et ces temps libres fait qu'on passe beaucoup de temps autrement qu'au travail. Alors le travail, c'est la moitié des kilomètres parcourus au quotidien en France. C'est un quart des déplacements, ce qui veut dire que 3/4 des déplacements et l'autre moitié des kilomètres se font ailleurs, et c'est ce qu'on va essayer de mesurer au travers de ces données. Voilà. Alors quelles sont-elles ces données ? Elles sont en fait super simples et rustiques, et c'est ce qui fait leur intérêt. C'est des données des réseaux mobiles. Donc on a pris le réseau mobile d'Orange avec l'offre qu'ils appellent Fluvision. Elles sont massives. On a plus du tiers de la population, donc le redressement à la population est beaucoup plus facile que lorsque vous faites un recensement où vous avez des limites géographiques statistiques, ce qui nous permet d'être beaucoup plus fin géographiquement. Et donc, elles sont finalement assez basiques. On a le nombre de personnes présentes sur les 50 000 zones iris françaises à 30 minutes ou à l'heure. Voilà. On a le croisement avec les zones de nuitée où les gens ont-ils dormi. Et puis, on a les départements et la nationalité.
Voilà, des données assez basiques. Et donc vous avez ici les 50 000 zones iris. Et finalement, l'unité de base de notre travail, c'est de reconstituer un habitant année, donc en fait un équivalent temps plein dans une zone iris. Et c'est à partir de là qu'on a réfléchi, on a calculé ces 16 000 milliards de données pour pouvoir ensuite reconstituer à la fois un équivalent temps plein, des indices d'attractivité, c'est-à-dire on va mesurer le nombre de personnes réellement présentes dans un lieu par rapport à la population résidente mesurée par l'INSEE. Donc on distingue bien le résident, c'est votre lieu de résidence, et l'habitat, qui est plutôt votre lieu d'activité. Voilà. Et on a fait donc 4 chantiers, donc l'attractivité, les rythmes, on va analyser les situations pré- et post-Covid, et puis ensuite les flux. Donc aujourd'hui, on prend en date pour une autre présentation, aujourd'hui on vous présente l'attractivité et les rythmes, et sous la forme en fait de quelques étonnements qui nous ont marqués au fur et à mesure que l'on avançait dans nos travaux. Bonjour, merci de nous accueillir. On vous a distribué quelques cartes. Vous les avez. Ça vous permet d'avoir un format intéressant pour voir un peu plus les détails de ce qu'on vous dit. Donc, vous voyez que les deux premières se ressemblent. C'est donc la carte habituelle du recensement et puis la carte des habitants année telle qu'on a pu la construire avec les données téléphoniques. Donc, vous voyez quand même qu'il y a des petites différences. Le fait que les zones touristiques habituelles sont très bien représentées, que les grandes villes sont un peu plus massives que sur la carte des résidents de l'INSEE, et aussi qu'il y a les axes de mobilité, évidemment, sont représentés puisque on capte les gens n'importe où qu'ils soient, même s'ils sont en déplacement. Donc c'est la mesure aussi du séjour dans le mouvement. Donc la vallée du Rhône ou les autoroutes ou les voies ferrées qui partent de Paris apparaissent mieux. Et puis il y a une dernière chose que vous pouvez voir, c'est qu'il y a plus de blanc. Autrement dit, les écarts entre les endroits les plus peuplés et les endroits les moins peuplés sont plus marqués. Et ce qu'on appelle parfois diagonale du vide, qui est déjà pas tout à fait une diagonale sur la carte de gauche, en fait, elle apparaît plus comme une carte de la France des marges, c'est-à-dire une France où il y a moins d'habitants qu'on ne pourrait le croire si on se limitait au recensement de l'INSEE, ce qui veut dire des gens qui sont moins nombreux que ce qu'on pourrait croire, mais aussi qui ne restent pas forcément là où ils ont leur résidence principale. Donc on va voir, vous avez aussi ça, sur une autre carte. Ouais, pardon. Il faut être très fort pour gérer à la fois les cartes papier et les cartes écran. C'est dur. Donc la troisième carte vous donne cette information sur les habitants année, mais avec un cartogramme, c'est-à-dire que les surfaces sur la carte sont proportionnelles au nombre d'habitants. Donc vous vous rendez encore mieux compte de ce que je disais avec ces cercles blancs autour des grandes aires urbaines. Et vous voyez aussi que dans les centres des grandes villes, donc le cartogramme vous permet sur la même carte d'avoir par exemple le centre de Paris, vous reconnaissez les arrondissements, et donc là on voit qu'il y a des densités parfois considérables, parfois plusieurs centaines de milliers d'habitants au kilomètre carré, ce qui sont des densités qu'on ne rencontre pratiquement jamais avec les seuls résidents. Et donc là, ça commence à vous donner une idée des surprises que ces données peuvent nous donner. Alors, la carte 4, oui, d'abord un zoom sur la carte précédente qui vous permet de voir
que l'intérieur de la Bretagne est encore plus marqué en déficit du fait que les littoraux, eux, sont particulièrement bien représentés. Et c'est un aspect d'un phénomène donc, que vous voyez sur la carte, parce que vous voyez à quel point la déformation liée au fait qu'il y a des fortes densités se traduit sur les littoraux. Hein. Vous le voyez sur la carte de gauche avec le bassin d'Arcachon, par exemple, mais en général sur toutes les côtes méditerranéennes et atlantiques, et même de la Manche et de la mer du Nord. Et donc, dans le cas de la Bretagne, on voit bien comment à la fois les grandes villes et les zones touristiques, les deux peuvent en partie coïncider, sont surreprésentées par rapport aux cartes qu'on a l'habitude de voir. Donc, avec toujours les mêmes données, en fait, on a fait un rapport entre les résidents et les habitants. C'est-à-dire qu'on se demande, dans un endroit donné, quelle est la capacité d'un certain nombre de résidents, hein, le chiffre que nous donne l'INSEE, à faire venir réellement des gens qui peuvent être eux-mêmes les résidents, mais aussi qui peuvent être des gens qui viennent de partout ailleurs dans le monde, puisqu'on a les données aussi des visiteurs étrangers, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, ce n'est pas seulement les gens qui viennent d'à côté ou même d'ailleurs en France. Et donc, en gros, quand il y a du bleu, ça veut dire qu'il y a moins d'habitants que de résidents. Hein. Ça veut dire que ces résidents génèrent une population moins importante que la leur. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne sont pas tout le temps chez eux, ce qui est logique, mais par ailleurs, il y a moins de gens qui viennent dans ce lieu que leur propre départ n'engendre comme déficit. Hein. Donc c'est pour ça que ça nous semble être un indice d'attractivité. Hein. Donc le mot peut parfois déranger certains élus qui n'aiment pas qu'on dise que leur commune est répulsive. Donc nous n'employons pas ce terme. Nous disons que certaines communes sont moins attractives que d'autres. Et puis surtout, plus important en fait, c'est pas forcément un objectif d'attirer. Hein. Donc il y a plusieurs types il y a plusieurs manières de faire réussir un lieu, et l'attractivité en masse, c'en est qu'une parmi d'autres. On va voir aussi dans les explications suivantes qu'il y a une grande diversité, et on le voit déjà sur cette carte, puisque on voit que certes, les grandes villes globalement sont plutôt en rouge, mais pas tant que ça. Hein. Donc Paris, le centre de Paris est à part, ça se voit assez clairement sur cette carte. Paris n'est pas seulement la plus grande des grandes villes françaises, c'est un phénomène spécifique. Hein. On avait peut-être un peu, enfin je dis ça pour moi, j'avais un peu surestimé les phénomènes de rattrapage qui font que, par exemple, sociologiquement, les centres des grandes villes françaises ressemblent à la sociologie de Paris intramuros, mais il y a d'autres différences, et on les voit là, et on va le voir tout à l'heure avec les étrangers. Mais on voit aussi que donc, les centres des grandes villes font des scores parfois mesurés, parce que ce sont des soldes en fait, hein, c'est-à-dire que les résidents des grandes villes s'en vont aussi, vont en vacances, vont travailler ailleurs, enfin vont ailleurs pour leur travail, et du coup ce solde n'est pas, on pense même d'ailleurs que intuitivement que par exemple en août les grandes villes se vident, donc on aurait pu penser que ce serait encore plus marqué. Hein. On voit quand même que dans l'ensemble les centres des grandes villes font un score honorable. Mais on voit par contre que les plus gros scores, c'est dans les zones touristiques. Hein, et donc, si on parle en termes d'aire urbaine ou d'aire d'attraction des villes, je crois que c'est Val d'Isère qui est l'aire qui a le plus fort rapport. C'est un rapport de 4 à 1 entre donc son nombre d'habitants et son nombre de résidents. Mais en même temps, on peut se dire que dans ce cas, ils ont relativement peu
de résidents, hein, donc c'est facile de multiplier par 4. Néanmoins, Val d'Isère, c'est un endroit qui vit bien aussi l'été, hein, donc c'est pas, ça veut dire que son attractivité ne doit pas être sous-estimée. Hein, mais on voit bien que les zones touristiques, mais il y a aussi Disneyland, il y a aussi les grands hubs de mobilité comme les aéroports, les gares, qui ont très logiquement plus d'habitants que de résidents. Voici un exemple que peut-être tu veux commenter sur l'est de la France. Là, on voit ici, donc vous avez Strasbourg évidemment qui est très assez attractive, mais pas très attractive, assez attractive. Vous voyez, c'est un marron, une espèce de marron beige un peu clair. Vous voyez Mulhouse, le centre de Mulhouse, qui est plutôt une commune-centre qu'on peut retrouver, c'est des phénomènes qu'on peut retrouver dans certaines villes moyennes, où la commune-centre est moins attractive que sa périphérie. Et vous voyez Nancy, Metz, et puis on aurait pu le marquer, mais au nord-ouest de Metz, vous avez à la frontière, vous avez Longwy, ultra attractif. Vous voyez, donc on a comme ça des schémas mentaux peut-être liés à une histoire industrielle passée, mais en fait ça a bougé depuis les années 80 à Longwy. Et donc voilà, il y a des aires urbaines comme ça qui s'en sortent très très bien. Donc les situations sont quand même extrêmement diverses. Voilà. Et puis ici vous avez effectivement Lyon et Grenoble. Donc vous voyez, Lyon c'est modérément attractif. Vous voyez que la banlieue de Lyon n'est pas super attractive. Et puis vous voyez Grenoble, c'est la seule agglomération en France de cette taille dont la commune-centre n'est pas attractive. Et j'allais dire, si on regardait en plus en dynamique, c'est aussi une des très rares avec Paris qui perd des habitants. Donc ceci expliquant aussi cela, il faudra aussi regarder les choses en dynamique sur le plan de ces indicateurs. Alors si je vais maintenant, je vous montre ici la carte des aires d'attraction des villes. Donc c'est un peu comme les aires urbaines, hein. Il y a eu un changement de définition, mais c'est grosso modo la même chose. Donc c'est l'ensemble des communes dont une part significative des actifs travaillent dans le pôle central. En vert clair, vous allez aller dans le vert et vers le bleu, on est plutôt sur des zones attractives. En jaune, c'est assez équilibré. On a à peu près autant de résidents que d'habitants. Et puis dès que vous basculez dans l'orange, effectivement, vous êtes moins attractif. Et donc là, vous vous rendez compte de plusieurs choses. Premièrement, si vous regardez sur la moyenne de l'aire d'attraction de la ville ou de l'aire urbaine avec les quarts types, vous voyez que grosso modo, les aires urbaines, elles sont aux alentours de 1,02, 1,09, 1,06. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur des scores très différents. Par contre, suivant la taille, par contre, vous voyez que les quarts types sur les métropoles, c'est-à-dire les différences au sein de cette moyenne, sont beaucoup plus faibles sur les métropoles que sur les aires d'attraction de taille plus faible. Donc plus vous descendez en taille, plus les différences de situation seront importantes. Et vous regardez ça, ensuite on regarde CC, ça veut dire commune-centre. La moyenne de la commune-centre, en fait, toutes les aires d'attraction qui se portent bien ont une commune-centre qui se porte bien. Et ça, c'est toujours vrai pour les métropoles. Et on voit aussi que les écarts types, là, sont quand même assez importants, de 0,2. Et vous regardez dans les petites aires d'attraction, donc entre 50 et 200 000, vous êtes à 0,30, donc avec des très très forts écarts types. Et donc là, on a des différences de situation importantes. Et sur le périurbain, donc ça, c'est une surprise, on a toujours en tête l'idée véhiculée, j'allais dire par... Je suis provincial, donc j'ose le mot, parisien, par le milieu parisien, c'est que, si vous voulez, le périurbain, c'est quoi? C'est des gens qui sont dans des lotissements où il n'y a rien et qui vont travailler dans la ville-centre. Regardez la moyenne du périurbain dans les grandes métropoles, l'attractivité est à 1,11, ça veut dire que ce sont des territoires qui sont finalement assez attractifs, aussi attractifs en moyenne que les communes-centres. Donc il se passe des choses aussi dans le périurbain. C'est moins vrai sur les petites, on voit sur les aires d'attraction de plus petite taille, mais on est quand même sur des attractivités qui ne sont pas négligeables, et là aussi avec des écarts types qui sont assez importants. Alors je vais illustrer ça, donc des graphiques assez horribles. Donc vous avez la commune-centre, le périurbain et la banlieue, vous avez la taille en bas de l'aire d'attraction, et puis les triangles rouges, ce sont les aires d'attraction de ville de 200 à 700 000 habitants, et puis en vert, c'est les métropoles. Donc vous voyez Rennes, la ville-centre ultra attractive, le périurbain pas très attractif. C'était en orange tout à l'heure sur la carte. Et puis, on a la banlieue de Rennes qui est ultra attractive. Donc, je pense qu'il y a un Rennais ici. Je pense que c'est très lié à Cesson-Sévigné et autres, où il y a des grosses zones d'activité là, avec en plus du pavillonnaire qui expliquent cela. Vous avez Bordeaux, ville-centre
ultra attractif. Vous voyez, c'est parmi le top dans les grandes villes. Hein. On est très très haut, Bordeaux. Le périurbain bordelais est également très attractif. Donc ça peut être quand même un peu une surprise. Et la banlieue l'est aussi pas mal, un peu moins. Regardez Grenoble. Donc on est sur des cas, pourtant c'est des villes qui sont finalement des aires urbaines qui sont de taille assez comparable et on a des schémas complètement différents. Le centre-ville de Grenoble est plutôt en dépression, tandis que son périurbain marche super fort. C'est un des périurbains les plus attractifs de France. Et vous voyez, donc vous avez Lyon. Donc Lyon, c'est la ville de la mesure. Donc vous voyez, on est plutôt à 1,05 sur la commune centre. Le périurbain est à 1 et la banlieue est à 0,09. Donc on est sur des choses finalement assez équilibrées. Et regardez Valenciennes. Vous voyez, Valenciennes, l'enfer du Nord. Ben, Valenciennes, la ville-centre se porte super bien. Vous voyez, le périurbain est pas si mal et la banlieue pas si mal. Voilà, donc on a finalement beaucoup d'imaginaires qui sont véhiculés par des choses qui ne reposent pas sur des faits avérés. L'Orient, donc l'Orient, on va en reparler, mais vous voyez que l'Orient, c'est un territoire, alors là pour le coup, j'allais dire un peu déprimé, puisque la commune centre est peu attractive, de même que le périurbain et de même que la banlieue. Donc voilà, c'est des territoires, il faut trouver les raisons à tout ça, mais c'est des territoires qui fonctionnent différemment. Donc là, je vous l'ai mis pour des villes moyennes. Donc regardez Roanne, donc là on est typique dans la ville, donc très faible attractivité de la ville-centre et avec un périurbain qui se porte très bien. On est typique dans la ville moyenne, dont la commune-centre est un petit peu désertée, avec un périurbain qui est lui par contre très dynamique. Dole, vous voyez, on est sur des schémas différents. Je vous en ai mis quelques-uns comme ça. Cambrai, regardez Cambrai, hein, les bêtises de Cambrai. Donc Cambrai, ça se porte plutôt très très bien. Voilà, l'enfer du Nord, une fois de plus, n'est pas ce qu'on croit. Et puis vous avez Colmar. Donc Colmar, la ville-centre, moi je me serais attendu à un gros centre, hein, la Venise alsacienne. Ben, regardez le périurbain de Colmar. Le Colmar se porte bien mieux que la ville-centre. Donc voilà. Attention aux idées reçues. Puis vous avez Bourges qui, malgré son printemps, est quand même une zone en difficulté. Voilà. Et Longwy. Alors, si on zoome maintenant, regardez, je prends une grappe. En fait, je vais prendre Quimper, donc à l'ouest. Là, vous voyez que Quimper, c'est en vert. Ça marche plutôt pas mal, Quimper. Lorient, qui est plutôt, comme on l'a vu, un peu déprimé. Et puis, regardez Vannes, qui est juste à droite, en jaune, avec quelque chose d'assez équilibré, avec une commune centre très active sur Vannes. Donc, on a vraiment des situations très différentes. Et regardez Rennes et Nantes. Donc, le périurbain de Rennes, on est vraiment dans le système, j'allais dire, de vases communicants, où finalement peu d'activité dans le périurbain et une attractivité économique très forte sur Rennes, alors que sur Nantes, les choses sont beaucoup plus équilibrées. Et c'est tout proche. Ce sont des villes de taille finalement assez similaires, mais qui ont sans doute des profils différents. Donc Lyon, Grenoble, je ne reviens pas dessus, je l'ai présenté, mais on voit bien les différences. Lyon, un périurbain équilibré, et Grenoble hyper actif, et une ville-centre sur Grenoble qui est plutôt peu attractive finalement. Donc le message derrière, c'est de dire que voilà, c'est pas parce que vous êtes grand que vous allez réussir. Ou que vous êtes petit et que vous allez échouer. C'est vraiment pas une question de taille, il y a aussi des questions d'histoire, de femmes et d'hommes qui font que les territoires s'en sortent. J'aurais pu montrer Saint-Dizier, qui s'en sort plutôt très très bien et qui a un maire ultra dynamique. Donc voilà, l'histoire n'est pas écrite, c'est aussi les personnes qui font l'histoire, et ça explique sans doute aussi une partie de ces résultats. Voilà. On vous propose un premier break, parce que sinon on serait sur un tunnel où on vous bombarderait de cartes. Donc l'idée, c'est de faire un premier break et de questions-réponses et de réactions de votre part sur ces premiers résultats. Oui. Bonjour, Jean-Pierre Orfeuille. Je veux juste une question très technique. Vous avez présenté donc les habitants. Vous avez des données demi-heure par demi-heure. Les habitants qui sont au quotient au numérateur des quotients d'attractivité, c'est les habitants à l'année, à midi, à 14h, à 20h, en semaine, le week-end. Enfin, voilà. Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, l'habitant année, on prend en fait, l'information de base, comme l'a expliqué Jean, c'est le nombre de personnes qui sont dans une tranche d'une demi-heure dans un iris donné. Et donc, si on fait la somme de tous ces effectifs d'une demi-heure et qu'on divise par le nombre de demi-heures d'une année, eh bien, on a en effet l'habitant année, c'est-à-dire une espèce d'équivalent plein temps qui ne correspond pas à une personne précise, hein, puisque nous n'avons pas les identifiants. C'est simplement, ça nous permet d'avoir une donnée qui est comparable à celle que nous donnent les recensements, qui suppose en fait, qui est fondée sur un mythe, que les gens resteraient toujours là où se situe leur résidence principale. Alors que là, on ne dit pas que les gens restent toujours au même endroit, mais par contre, on sait qu'il y a toujours en moyenne cette quantité de personnes. Ça veut dire que si on éliminait la période, je ne sais pas, 22h, 5h du matin, les contrastes seraient beaucoup plus forts. On va le montrer après. Ouais, on va le montrer après. La question des rythmes. Ouais. Non, mais c'est une juste question. On a atomisé la salle déjà, non? Bon, de toute façon, on va avoir d'autres temps d'échange, donc on peut poursuivre. Donc. Si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à nous interrompre, hein, parce que effectivement, on essaye de sortir d'aspects trop techniques dans la mesure où il nous semble que c'est vraiment intéressant pour tout le monde, mais il peut nous arriver, par exemple, d'utiliser des gros mots comme écart-type. Oui. Vous avez le droit de protester. Oui. Alors, un mot sur les étrangers. Ce qu'on appelle les étrangers ici, ce sont les visiteurs étrangers, c'est-à-dire c'est des gens qui font du roaming, donc qui ont un abonnement dans un autre pays que la France et qu'on a repéré en France. Et notre étonnement numéro 3, c'est qu'ils sont vraiment très très nombreux. D'après les projections qu'on pouvait faire en calculant le nombre de personnes présentes en équivalent plein temps, hein, c'est-à-dire, vous savez, on dit toujours la France, il y a 80 millions, 100 millions de touristes, mais ça veut dire 100 millions d'entrées, mais ça ne veut pas dire 100 millions d'équivalent plein temps, parce que les gens passent, par exemple, 3 jours, une semaine, ou parfois ils ne font que traverser la France. Donc si on rapporte les données du tourisme à des équivalents plein temps, on aurait dû avoir au maximum 2 millions de visiteurs étrangers. Or, nous, on en a trouvé 5 millions. Ça s'explique sans doute par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, qui passent sous les radars, justement, qui ne vont pas faire de nuitées payantes en France, qui vont être des frontaliers, qui vont passer moins d'une journée, moins de 24 heures sur le territoire français. Et ces gens-là, ils ne sont pas tellement captés par les enquêtes sur le tourisme. Donc, c'est intéressant de voir, parce que, disons, le degré de fiabilité des données qu'on a, il est le même que pour les Français, en gros. Donc, il doit bien y avoir quelque chose. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'étrangers. Et ces étrangers, alors, vous voyez qu'ils sont très représentés dans les grandes villes, et en particulier à Paris, vous voyez qu'ils ont un pouvoir de peuplement, hein, donc qui font que dans un certain nombre d'endroits, ils sont majoritaires. Si vous prenez les bords de la Seine, bon, pour un Parisien, c'est une connaissance intuitive, mais qu'on ne pense pas forcément à traduire dans un concept. Mais en fait, si vous allez là maintenant au Trocadéro ou au bord de la Seine, bah, vous allez voir qu'il y a une majorité d'étrangers qui sont présents. Et c'est vrai aussi donc dans l'espace touristique, mais vous voyez qu'il y a une espèce de diagonale qui part, je dirais, de Cherbourg ou du Havre et qui va jusqu'à Montpellier. Et donc, au nord-est de cette diagonale, il y a beaucoup plus d'étrangers qu'au sud-ouest. Alors, il y a effectivement la plupart des foyers de peuplement voisins qui envoient beaucoup d'étrangers. Et il y a aussi la Côte d'Azur. Hein, donc, c'est vrai que, bon, j'aime bien faire la blague
consistant à dire que les Français savent qu'il faut aller à l'île de Ré en vacances, mais pas sur la Côte d'Azur parce que c'est ringard, mais les étrangers ne sont pas encore au courant, donc ils vont encore sur la Côte d'Azur. Ça va sans doute prendre un certain temps. C'est quelque chose que j'avais déjà mesuré avec les plateformes de photographie. On voyait que, par exemple, le sud du Marais était beaucoup plus fréquenté par les étrangers, qui est déjà un classique, je dirais, des guides, alors que le nord du Marais était du chic parisien, je dirais, qui était encore un secret des Parisiens. Donc on voit le décalage aussi entre la carte des Français et celle des étrangers. Et donc on a des données par pays. Hein. Donc la petite surprise qu'on a eue aussi, c'était en 22-23, donc à un moment du retour des touristes après la pandémie, mais pas de tous les touristes, puisque les touristes asiatiques étaient peu nombreux. Donc on voit une très forte dominante européenne. Hein. Donc là vous voyez, mais là c'était 2019. C'est les autres données qu'on avait avant la pandémie, mais enfin bon, c'est l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc vous voyez qu'ils sont un peu partout, hein, et avec des maxima, enfin des zones de force. On savait que les Néerlandais étaient très présents dans l'ouest du Massif central, Dordogne, etc. Bon, ça se confirme. Mais encore que les gens qui sont en France pour longtemps, ils vont disparaître de ce groupe parce qu'ils vont avoir des abonnements français. Hein. Donc c'est des gens qui restent relativement peu de temps. On a aussi... Voilà. On a aussi pris la Chine et les États-Unis, hein, donc à un moment où il n'y avait pas encore l'effet du Covid. Donc on voit que ce n'est pas la même carte, que chaque pays a sa géographie. Et ce qui nous a frappé, c'est le fait que l'Europe était extrêmement bien représentée. Si on prend l'impact par habitant du pays d'origine, on s'aperçoit que, par exemple, l'Europe de l'Est, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, est très bien représentée. Et qu'il n'y a pas d'effet Sunbelt très clair, c'est-à-dire que ce n'est pas les gens d'Europe du Nord qui viennent bronzer sur la Méditerranée, en tout cas pas seulement. Ce n'est pas non plus seulement l'effet absence de visa, puisque vous savez qu'il y a un certain nombre de pays qui, enfin, aux ressortissants desquels l'État français permet de venir en France sans avoir besoin de visa, et on n'a pas remarqué une très forte présence, surprésence, je dirais, de ces pays-là. Hein. Donc on a l'impression que la France apparaît d'abord comme une région européenne. Hein. Donc la France apparaît comme une région d'un pays qui serait l'Europe, où on a plein de raisons de venir. Le tourisme, mais au sens large, c'est-à-dire pas seulement le tourisme de loisirs, mais aussi le tourisme d'affaires, ou mille autres raisons, les liens familiaux, etc. Donc un rapport à ces visiteurs étrangers un peu différent de l'image que pouvaient donner les enquêtes tourisme. Question, réaction. On vous harcèle. Juste, je me demandais, sur les 3 régions où les Français vont à l'étranger travailler, Luxembourg, Bâle et Genève, en fait, comment ça marche? Parce qu'en fait, le trajet va être assez court, à part qu'il y a des bouchons, mais après, ils disparaissent. Alors, on peut les mesurer, ça c'est un chantier qu'on va mettre en place pour faire des zooms sur les régions frontalières. Donc ça c'est des choses qu'on peut mesurer. On vous le présente pas aujourd'hui, mais c'est dans la to-do list, entre guillemets, des choses qui restent à faire. On aurait pu aussi montrer... D'ailleurs, ça sera intéressant comme analyse, hein, mais vous voyez, le potentiel d'exploitation, il est juste colossal. C'est par département, par exemple... Alors, où les Alsaciens vont-ils en vacances? On verrait, je pense qu'il y a des départements qui sont plus voyageurs que d'autres. Ça, à mon avis, ça serait aussi assez intéressant. Mais ça a un vrai intérêt aussi pour ceux qui, pour des territoires, pour savoir qui vient au mois d'août ou à telle période de l'année, ou à la Toussaint, etc., ou les week-ends ou en semaine, qui vient sur mon territoire. Et donc ça, on a beaucoup de possibilités d'analyse de ce point de vue-là.
Oui, vous vous posez la question dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire que deviennent... Là, pour le moment, ils tombent dans un trou noir, nos Français qui vont à l'étranger, mais on va avoir les informations sur les zones qu'ils fréquentent, parce qu'en fait, Orange continue de les traquer, même s'ils ont franchi la frontière. Enfin, par des accords avec les opérateurs étrangers. Eux, ils font du roaming dans les autres pays et on va savoir où ils vont. Marie Desgremont de la Fabrique de la Cité. Ça donne envie de s'interroger aussi sur la fiscalité liée au tourisme, liée aux usages. Donc c'est voilà, une simple dimension que ces réflexions inspiraient. Est-ce qu'on ne pourrait pas tirer un fil du point de vue de la fiscalité touristique, fiscalité liée à l'usage, à la présence, au lien à l'habitation? Vous pensez à quoi? Juste à réfléchir sur un autre champ, de se dire, on a une fiscalité qui peut être liée à l'habitat, au fait d'être stable sur un site, sur un lieu d'habitation, mais on peut avoir aussi une fiscalité qui est liée à la présence. Donc dans quelle mesure la fiscalité liée au fait d'être sur les lieux, une taxe d'habitation ou une taxe liée au tourisme, reflète ou pas les réalités que vous montrez avec ces données? Alors, on n'a pas fait le décompte sur Paris, sur l'équivalent temps plein en étranger, ça serait intéressant, mais c'est vrai que, on l'a peut-être pas dit tout à l'heure, on peut mesurer un écart entre le résident effectivement et l'habitant année, et sur Paris, sur 2 millions et quelques d'habitants, on a plus de 3 millions d'habitants année. Pour répondre à votre question, il y a une fiscalité qui existe, qui s'appelle la taxe de séjour, en fait, hein, qui est perçue, mais une fois de plus, c'est sur la base des nuitées. Donc voilà, toute personne qui va dans un hôtel paye une taxe de séjour, quelle que soit d'ailleurs sa nationalité, ça ne rentre pas en ligne de compte. Oui, pour aller dans le sens de comment dire, exploiter, capitaliser effectivement ces informations, il y a une chose d'abord qui est évidente, qui conceptuellement pouvait être déjà évidente, mais c'est bien de la toucher du doigt, c'est que le séjour et la mobilité ne sont pas deux choses séparées qui devraient être étudiées à part l'une de l'autre, mais plutôt deux faces de la même médaille. C'est-à-dire que se déplacer, c'est habiter, et séjourner, ce n'est qu'un moment particulier, y compris dans le mouvement, puisque en fait, nous, on mesure les séjours dans le mouvement à travers les déplacements en train, en voiture, etc. Et donc, on n'a pas de mal à se placer dans le courant qui, dans les sciences sociales, explore la notion d'habiter. Je vois qu'il y a Olivier Lazzarotti qui est là et qui a fait beaucoup justement pour développer cette notion. Et on pourrait inverser. Il y avait une publicité pour Ikea en Allemagne il y a quelque temps qui disait « Est-ce que tu habites seulement ou est-ce que tu vis déjà ?» Et moi, je dirais plutôt le contraire. Est-ce que tu vis seulement ou est-ce que tu habites aussi? Et donc là, on voit bien que ces informations qui sont très simples, en fait, nous donnent à voir de la vie plus, de la vie augmentée par l'habité, qu'il soit fixe ou mobile. D'où l'intérêt que tous les autres aspects de la vie sociale, fiscalité, vie politique, soient informés d'une façon ou d'une autre par ce que font réellement les gens. Oui, merci. Donc David Ergotte, Région de France. Je vous remercie en tout cas pour les éléments présentés. Et travaillant sur les mobilités, votre présentation, j'ai tout de suite transmis des éléments à mes collègues qui bossent sur le tourisme. J'aurais une petite question technique. Jusqu'où est-ce que vous êtes capable justement pour identifier les transfrontaliers? Mais les transfrontaliers, ils sont peut-être pas seulement aux frontières. Ils peuvent venir aussi à Paris, des Pays-Bas ou autres par d'autres modes de transport. Mais d'identifier la régularité des déplacements touristiques, des allers-retours et des séjours. Est-ce qu'on a des touristes réguliers ou occasionnels? Le déplacement unique en Europe d'un touriste chinois n'est peut-être pas le même d'un déplacement d'un Européen qui viendra toutes les semaines à Paris ou dans une autre métropole. Donc est-ce que vous êtes capable d'isoler ce facteur-là et d'isoler ce facteur-là pour identifier également potentiellement un effet métropolitain différencié par rapport aussi à des territoires qui peuvent voir une clientèle régulière de touristes ou non venir et se déplacer?
Alors, on est capable d'identifier, bon, il n'y a personne de la CNIL dans la salle, mais même s'il y avait quelqu'un de la CNIL, vous imaginez bien qu'on ne traque pas les personnes, mais donc là, c'est d'ailleurs la puissance de cette donnée, et sa force, c'est qu'elle est massive et représentative, parce qu'on traque un nombre de personnes sur une zone donnée. On est capable d'avoir une régularité sur, on va dire, 2 semaines, donc on est capable d'identifier, j'allais dire, des pendulaires, en fait, et notamment dans les zones transfrontalières, mais par contre, on n'est pas capable de vous dire que monsieur Untel est venu 3 fois cette année à Paris ou à Montauban, puisqu'on retourne toujours à Montauban. Donc ça, c'est évidemment pas possible. Donc on est capable d'identifier des régularités pour des pendulaires. Donc sur les zones transfrontalières, ça, on sera capable de le faire, mais par groupe. Mais par contre, effectivement, sur des personnes, évidemment, non, ça c'est pas possible, en tout cas dans l'état actuel du droit. Mais on va pouvoir dire, ça on ne l'a pas fait encore, mais si vous revenez en 2e semaine, en 2e semestre ou en 2e année, on aura travaillé sur ce que vient de dire Jean, c'est-à-dire sur le fait qu'on a quand même une possibilité de croiser sur la même personne l'endroit où on l'a repéré et là où il a dormi la veille et là où il a dormi en majorité dans les 15 derniers jours. Donc ça va nous montrer aussi 2 types de mobilité, une mobilité courante et une mobilité exceptionnelle. Alors peut-être qu'on peut passer à... Moi j'avais juste une dernière question, pardon. Mais justement, vous avez comparé carte des densités et carte des densités. Vous pouvez comparer carte des mobilités, ce qu'on avait avant et ce qu'on trouve là. Et avec le tourisme, en fait, est-ce qu'il y a des cartes de référence auxquelles vous avez confronté ces nouvelles données ou... Excuse-moi, j'étais en train de régler un problème technique. Non, bah, je peux... Vas-y. Je recommence ? Je réponds pour te donner... Je réponds une phrase et tu continues. C'est un problème qu'on a en général avec ces données. Hein. Souvent, on n'arrive pas à les caler aisément parce que, en fait, on a des informations qui n'existaient pas, en fait. Et vous allez le voir sur les rythmes. C'est des cartes qu'on n'a jamais vues. Donc c'est vrai qu'on a ce problème structurellement. Hein. Alors, pour les gens qui bougent, on a des informations... par ailleurs, mais est-ce que ça se traduit en termes d'identité? C'est-à-dire, est-ce que finalement, une personne peut se résumer par son habité? Oui, mais c'est pas ça que... Là, on n'a pas les moyens de le faire. Nous, c'est plutôt la personnalité des lieux, en fait, qu'on arrive à identifier. J'ai peut-être mal compris la question. Hein, on pourrait, si on avait les identifiants, c'est-à-dire qu'on pourrait dire monsieur 53 366 224, voilà sa vie résumée par les lieux qu'il fréquente. Mais ça, on ne peut pas le faire. En revanche, on peut faire ça pour un lieu, c'est-à-dire l'Iris 43 722, qui a un nom, qui a un toponyme. On peut dire il est fabriqué avec... des gens qui restent là tant de temps, des gens qui viennent d'ici ou de là. Donc, une espèce de portrait des lieux, ça devient possible. Alors, la réponse m'intéresse beaucoup, mais du coup, la question est un peu différente. J'ai fait la speakerine qui gagne du temps. Non, c'était juste, est-ce que ce que vous touchez du doigt avec les cartes de répartition des étrangers en France, c'est des choses qui sont comparables. Vous avez comparé tout à l'heure les cartes de densité de l'INSEE et les cartes de densité que vous récupérez, que vous disons en jouant au jeu des 7 erreurs d'ailleurs, et c'est intéressant. On peut faire la même chose avec la mobilité, avec les iris traversés. Est-ce qu'on a des cartes de référence touristiques qui traquent ce type de présence étrangère en France, de référence, et est-ce qu'il y a des deltas entre les deux ou pas? Parce que, en fait, tu t'en appelais tout à l'heure, Jacques, à l'intuition. Oui, on sait que les Hollandais vont beaucoup en Dordogne. Mais voilà, alors on a les nuitées payantes, mais il faut se rappeler que le tourisme, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est essentiellement une activité gratuite du point de vue de l'hébergement. En majorité, 60% en fait, des touristes, toutes origines confondues, ne vont pas à l'hôtel ou dans un Airbnb, mais ils vont chez les gens qui les hébergent. Donc du coup, ça c'est un sacré problème
pour les tracés. Donc on n'a pas les bonnes cartes. On en a, mais dont on ne connaît pas bien le rapport avec la carte qu'on voudrait avoir. Hein. Donc, et c'est pour ça que aussi on a du mal à caler nos données, parce que contrairement à ce qu'on vous a montré tout à l'heure, où on avait entre les résidents, c'est-à-dire ce que donne le recensement de l'INSEE, et puis nos habitants année, là on peut comparer. Pour ce que vous demandez, ce que tu demandes, c'est moins évident. Okay. Ce que je propose, c'est qu'on avance, parce qu'on prend un petit peu de retard. Non? Ok. Donc sur les rythmes, donc c'est la prochaine séquence, la troisième séquence, c'est sur les rythmes. Donc ça répond à la question de Jean-Pierre Orfeuille. Qu'est-ce qui se passe finalement au sein de différentes journées, de mois et de semaines? Donc on va jouer avec une petite animation. Donc vous avez ici, on a les données d'août et novembre, jour ouvré, samedi et dimanche, et puis on a regardé ce qui se passait le matin, très tôt, on va dire, le matin 9h à midi, et puis le soir, et on regarde ensuite comment ça se passe, donc avec une petite animation, puisque on a mis tout ça en musique. Donc cliquez ici en bas à droite. Hop, c'est parti. Donc là on regarde le mois d'août. Je vais prendre les jours ouvrés du mois d'août, par exemple. Donc ici, c'est l'aire urbaine de Lyon. Donc là, c'est ce qui se passe à minuit. Donc on est plutôt sur des résidents. Donc pour ceux qui connaissent, Villefranche au nord, Lyon évidemment, au sud Vienne, et vous avez Bourgoin-Jallieu, je pense, ici, juste devant nous. Donc je vais prendre ma souris ici. Voici, c'est parti. Donc vous voyez, plus c'est clair, c'est là où c'est le minimum, et plus c'est foncé, c'est là où on a le maximum de personnes. Et les barres qui montent, c'est la densité, en fait. On voit bien les zones extrêmement denses comme Lyon. Et vous voyez donc les minimums et les maximums au sein de l'aire urbaine, donc l'ensemble des communes dont au moins 40% des actifs travaillent sur l'agglomération lyonnaise. Donc ça, c'était pour un jour ouvré de samedi, mais je vais vous prendre maintenant des jours ouvrés de novembre. Donc là vous avez... pardon, c'est jour ouvré d'août, et là je prends jour ouvré de novembre, pardon. « 3h du matin, 6h, et là vous voyez, ça commence à monter très très fort sur Lyon, mais vous voyez pas que sur Lyon, vous voyez dans la banlieue est de Lyon aussi, il y a des choses qui se passent, et donc là c'est le soir, voilà. Ouais, vas-y. Attends, donc du coup, on va revenir à la présentation. Je vais débrancher ça. Donc en fait, vous voyez quelle est notre base de données, et nous avons essayé, à partir de ces données très très riches, de résumer les rythmes de chaque lieu. Et c'est un gros chantier dans lequel on a été immergé pendant plusieurs mois, parce que en fait ça va pas du tout de soi, notamment parce qu'il n'y a pas de référentiel évident pour résumer l'information. Alors on a essayé par petites touches et aussi par des moyens statistiques pour vérifier qu'on n'était pas dans l'erreur totale. Donc on s'est d'abord aperçu que en opposant août et novembre, on captait une bonne partie de l'information. En fait, les mois d'hiver ont tendance à se ressembler. On s'est aussi aperçu que les différences horaires à l'intérieur des trois types de jours n'étaient pas si marquées qu'on pouvait le penser. Les trois types de jours, c'est jour ouvrable, samedi, dimanche. En revanche, ouvrable samedi, dimanche, il y a des grosses différences. Et donc, le résultat, je vous passe beaucoup d'étapes intermédiaires, de moments de doute, voire de désespoir. On est arrivé à ces cartes-là, donc c'est deux fois la même. Vous avez la version cartogramme dans votre petite liasse. Sauf que celle de gauche, c'est par aire urbaine, c'est-à-dire que pour chaque, la couleur correspond à un type de situation de chaque aire urbaine, sachant qu'il y en a trois: la commune centre,
le pôle, c'est-à-dire la banlieue, et le périurbain, la couronne. Voilà, donc c'est la moyenne de chacun de ces gradients. Tandis que sur le cartogramme que vous avez à droite et que vous avez sur papier, là, vous avez le score de chaque iris. Donc, en fait, ce qu'on voit assez nettement, c'est qu'il y a une France de novembre et une France d'août. En gros, il y a les gens qui bossent et les gens qui s'amusent. Mais c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes. Mais disons que c'est une bonne illustration de ce que disait tout à l'heure Jean en citant Jean Viard, c'est-à-dire que bon, c'est des choses qui paraissent tellement ressassées qu'on se dit oui, bon, c'est une antienne qu'on n'a plus envie d'entendre, la société des loisirs, la société du temps libre, etc. Mais n'empêche que là, on le voit concrètement, il y a beaucoup d'endroits qui ont leur maximum en août. Et par ailleurs, même si, donc ce qui est en couleur chaude sur la carte, et même si vous prenez le vert, les dominantes vertes, vous avez aussi beaucoup de zones vertes, mais qui ont leur maximum le week-end, soit le samedi, soit le dimanche. Hein, donc ça commence à faire beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps au point de remplir les lieux dans des endroits où le travail n'est pas central. En fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail, d'abord parce que pour amuser les gens qui y vont, il y a des travailleurs, mais aussi parce que ce qu'on a vu, c'est ce que vous voyez sur la légende de la carte de droite, il y a des dominantes, mais il y a aussi des sous-dominantes. Et pardon, ce qu'on a constaté, c'est que dans la France de novembre, si vous regardez le vert foncé et le vert moyen, la sous-dominante, elle est assez proche. C'est-à-dire que quand vous prenez la dominante semaine, hein, donc le maximum semaine en novembre, ben en fait, le maximum samedi de novembre, il fait presque le même score. Donc, ce qu'on voit apparaître, c'est des multidimensionnalités. Hein, donc, c'est particulièrement vrai dans les centres des grandes villes. Vous voyez aussi que à Paris, vous avez le Paris d'août, hein, celui dont on a déjà parlé, qui est celui qui est en orange, les bords de la Seine, où il y a beaucoup d'étrangers. Et vous avez aussi cette zone assez importante en vert moyen, qui est en gros le centre-est de Paris, qui est une zone où il y a un maximum le samedi, mais un sous-maximum, enfin une sous-dominante en semaine. Donc des endroits extrêmement, aux activités extrêmement diverses, une plurifonctionnalité très très marquée. Et puis vous avez donc la France d'août, et alors avec quand même un gradient nord-sud, ou enfin disons, on pourrait dire Sunbelt en général, c'est-à-dire en incluant les littoraux, mais vous voyez aussi qu'un peu partout, il y a des résidences secondaires, il y a des lieux de loisirs, de villégiature en août, y compris dans la France du Nord. Et que, alors si on regardait dans le détail, on voit qu'il y a, ce que disait Jean tout à l'heure, il y a des réussites d'attraction du tourisme qui sont variées, y compris entre des lieux qui, sur le papier, semblent se ressembler. Pourquoi Clamecy ne marche pas bien et Saint-Sauveur marche mieux, alors que c'est des petits bourgs avec un marché, tout a l'air équivalent sur le papier, et donc c'est pas le cas. Et on le voit, par exemple, sur le fait que même si c'est un maximum en août dans les deux cas, il va y avoir une plus grande attractivité en semaine pour l'un que pour l'autre. Voilà, donc on est conscient des limites de cette carte. Hein, donc c'est un résumé, on pourrait dire grossier, de la réelle rythme-analyse, pour reprendre le mot de Henri Lefebvre, qu'on pourrait faire. Mais ça nous montre quand même au moins la richesse de ces données et leur caractère, à notre connaissance, inédit. Hein, on n'a jamais vu ce genre de données et leur interprétation. Vous avez de l'autre côté la version euclidienne. Hein.
Pardon. Voilà. Donc, maintenant, si on croise un peu les analyses, donc ici, je rezoome sur l'ouest, enfin sur la Bretagne. Donc, vous avez à gauche la carte avec l'indice d'attractivité. Donc, je rappelle, quand vous êtes dans les tons chauds, orangés, rouges, vous êtes plutôt moins attractif, vous avez moins d'habitants que de résidents, et puis effectivement, plus vous allez dans les verts et dans les bleus, plus c'est l'inverse. Et vous avez la carte des rythmes, telle que Jacques vient de vous l'expliquer. Et donc, je reprends mes trois agglomérations, là, Quimper, Lorient, Lorient et Vannes. Donc Lorient au milieu, Quimper à l'ouest et Vannes juste à l'est. Et vous voyez en fait la différence, on voit assez nettement quand même que la différence entre ces trois aires, c'est la tache verte qui est plus importante, beaucoup plus importante à Quimper qu'à Lorient et qu'à Vannes. Et la tache verte, c'est la présence, les maxima, les jours de semaine de novembre. Donc ça dénote quand même une activité entre guillemets productive, pour reprendre les catégories de Laurent Davesi sur les bases économiques territoriales. Et donc c'est quelque chose qu'on est en train d'investiguer. On pense, parce que en fait là on vous montre des choses, mais on ne sait pas encore les expliquer. Donc la question c'est pourquoi il y a des différences sur trois aires urbaines de taille assez similaires qui sont assez proches, dans des environnements géographiques similaires, pourquoi il y a une différence. Et en fait, on voit bien que la tache verte là-dessus, elle semblerait expliquer une bonne partie de cette différence d'attractivité. Et donc, on est en train d'investiguer ça avec un certain nombre d'autres indicateurs plus économiques, en l'occurrence, pour voir le poids en fait de cette tache verte, donc qui serait liée sans doute à une activité économique plus importante dans un territoire que dans l'autre. Alors, Même si dans ce cas, justement, c'est le paradoxe initial qui nous avait frappé, c'est que Quimper et Vannes sont plus touristiques que Lorient. Et sont néanmoins mieux placés en termes d'emploi, disons, indépendamment du tourisme. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un lien entre les deux? C'est-à-dire, c'est justement une mise en cause de la notion de base économique qui exclurait le tourisme. Oui. C'est-à-dire que le tourisme peut être... Vannes, c'est quand même très, très clair, parce que c'est au fond du golfe du Morbihan, un endroit touristique majeur, et donc c'est à la fois un morceau du golfe du Morbihan et puis une ville qui est une préfecture, un chef-lieu de département qui a ses propres activités. Donc quel est le lien entre les deux couleurs finalement? C'est en tout cas la question que posent ces données. Voilà. Donc maintenant, si on fait un deuxième zoom, alors plutôt, donc vous voyez, on a un tropisme dans l'ouest, mais là je vais te laisser commenter sur le Cotentin. Oui, enfin c'est juste pour montrer que il y a une mosaïque. Enfin, on peut aussi lire beaucoup de nos cartes comme une mosaïque, c'est-à-dire que la maille pertinente, elle est assez fine. Il y a des grands ensembles, on les voit, mais le nord du Cotentin, donc avec Cherbourg, la pointe de la Hague, quelques stations, donc l'usine de retraitement de la Hague, Flamanville, quelques plages. Donc, en fait, cette diversité, elle se voit, et on a pris l'exemple de Cherbourg parce qu'il se trouve que c'est une des rares communautés, enfin une des rares intercommunalités qui correspondent à peu près à une aire d'attraction qui soit à la bonne échelle. En fait, il y en a 2 ou 3 ou 4 en France, et pas plus. Et donc, on voit gérer cet espace, c'est mettre en présence, mettre en dialogue, y compris en dialogue politique, des habitants qui n'ont pas tout à fait la même vie. Donc, il y a un niveau de diversité interne à cet ensemble. C'est quand même pas une métropole, Cherbourg, qui est tout à fait significative et qui donne un peu le programme de travail, le tableau de bord de cette scène politique des élus et des citoyens, c'est-à-dire fabriquer de l'unité à partir d'une réelle diversité. Et on n'a pas parlé de groupes sociaux, on n'a pas parlé de branches économiques, et pourtant cette diversité, on la voit déjà très bien. Merci de votre attention, et donc on peut reprendre
la conversation sous forme de réaction de votre part ou de questions. En fait, j'ai une question, c'est l'inverse du tourisme, c'est sur les actifs. Parce qu'en fait, la France a 30 millions d'actifs sur 67 millions d'habitants. Donc les téléphones mobiles, on peut dire à quel âge, 12 ans, on peut les tracer. Donc déjà, bon, ça commence à 12 ans jusqu'à... Donc vous avez tracé les gens qui sont au collège, au lycée, etc. Il y a tout le monde. Oui, mais vous êtes capable d'isoler les 30 millions d'actifs? Non, une fois de plus, hein, cette donnée, elle est robuste, c'est ce qui fait son intérêt parce qu'elle est facilement traitable, donc on a des questions de RGPD. Par contre, on est capable d'identifier des masses de mouvements qui sont récurrents. Alors ça peut être des lycéens ou des collégiens, mais ça suppose, il suffit de cartographier les collèges et les lycées, et ça c'est pas très compliqué, mais il y a aussi tous les pôles d'emploi, donc ça c'est des choses qu'effectivement on peut tracer. Il y a de grandes chances, voilà, sur une zone d'activité où il y a finalement très peu d'habitat, il y a de grandes chances que ça soit effectivement des actifs ou des gens qui soient en déplacement professionnel sur le site. Voilà. Une fois de plus, on ne trace pas des gens, on traque un nombre de présences sur une unité qui s'appelle la zone iris. Donc une zone iris, on aurait peut-être dû le préciser, hein. À la campagne, c'est la commune, c'est au maximum la commune. Et ensuite, plus vous avez de densité, en fait, c'est des zones qui regroupent 1500 à 2000 personnes. Donc plus vous êtes dense, plus la zone iris est de faible taille. Donc à Paris, les zones iris sont vraiment de faible taille. Et donc on est à cette échelle-là, ce qui est quand même particulièrement intéressant. Donc on n'a pas envie d'être au maître. Je veux dire, on s'en moque, quoi. Vraiment, on s'en moque, parce que si vous êtes à ce niveau-là, vous allez avoir nettement moins de données. On préfère avoir beaucoup de données, c'est-à-dire une masse vraiment très représentative, à une échelle qui soit pertinente pour faire un certain nombre d'analyses. Et l'autre intérêt de la zone iris, c'est que c'est une unité statistique, notamment sur le recensement, et vous avez à peu près toutes les informations possibles et imaginables sur une zone iris, le nombre de commerces, le type de commerce, le nombre d'habitants, les revenus, etc., etc. Donc on peut faire un paquet de traitements justement pour expliquer pourquoi on a, par exemple, ces différences d'habitants année, ces différences d'attractivité ou ces rythmes, ces différences de rythme. Donc là, c'est tout un travail de croisement de données que l'on va mener maintenant. Oui, moi, je voudrais savoir, est-ce que dans vos études, vous vous êtes aperçu, par exemple, que certains rattachements à des métropoles ou à des agglomérations, certaines communes de ces agglomérations, en fait, ne fonctionnent pas davantage avec l'agglomération à laquelle ils appartiennent, mais avec une autre. Parce qu'en fait, ça pourrait aussi influencer... Enfin, la deuxième question que je voulais vous poser, c'était savoir, est-ce que l'aménagement du territoire, dont finalement on entend quelque part très très peu parler, même s'il a un commissaire, un haut commissaire, s'intéresse à ce type de données que vous pourriez leur fournir? Alors, à cette deuxième question, je peux vous dire que l'INSEE s'intéresse de très près à ces données-là et à nos travaux. Donc ça, c'est un point certain, parce qu'en fait, il y a un potentiel qui est effectivement très important, et d'où on n'est pas non plus une armée de gens qui travaillent dans ces données-là, donc on avance avec nos moyens. Après, la question que vous posez, c'est quelle est la bonne configuration des aires urbaines. Donc une aire urbaine, vous voyez, comme je le disais, c'est une attractivité entre guillemets liée au travail, hein, et donc c'est l'ensemble des communes dont au moins 40% des actifs travaillent dans le pôle central. Donc des aires urbaines dont l'attractivité globale, on va dire, est inférieure à 1, il y a deux raisons. Soit elles sont sous-dimensionnées ou surdimensionnées, il faut regarder, soit elles sont en interaction avec d'autres aires urbaines et donc il y a des gens qui partent. Voilà. Et c'est ça qu'il faut effectivement analyser aujourd'hui. Donc il n'y a pas uniquement... La carte des aires urbaines, elle est intéressante parce qu'elle simplifie la lecture, mais elle laisse à penser que les villes vivent en isolat, ce qui est particulièrement faux. Voilà. Donc beaucoup de villes échangent entre elles. Il y a beaucoup de flux d'ailleurs. Hein, ça fait l'objet d'une autre étude qu'on mène avec Transdev sur les liens entre les villes moyennes et métropoles. Et donc il y a c'est un peu une étude en regard et qu'on devra croiser nos résultats qui permettent effectivement de voir pourquoi telle aire urbaine apparaît entre guillemets déprimée. Peut-être qu'aussi qu'elle est sous une influence d'une autre grosse aire urbaine qui vient entre guillemets lui prendre quelques actifs.
Les questions d'aménagement du territoire, voilà, on imagine toujours qu'il y a un grand ordonnateur qui, avec des manettes, va vous dire les ménages vont s'implanter là, les entreprises vont s'implanter là. Cette époque-là, et je pense, est révolue. Donc on est plutôt sur d'autres logiques là-dessus, mais je laisserai Jacques compléter. Oui, alors jusqu'à présent, on a gardé comme cadre, quand on vous a montré les aires urbaines, on a gardé les cadres de l'INSEE, des aires d'attraction des villes, mais on se propose de retravailler ça, puisque en fait, si vous regardez comment l'INSEE a fait ses calculs, d'une part, j'en viens de le rappeler, c'est uniquement les pendulaires qui vont au travail. On se souvient que c'est seulement le quart des déplacements. Donc nous, on va prendre en compte toutes les mobilités et on ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être que les mobilités non liées au travail vont ressembler à celles du travail, peut-être pas, y compris en termes de périmètre. Et puisque même dans les enquêtes mobilité, où on a une petite idée quand même de ce qui se passe en dehors du travail, puisqu'on essaye de prendre en compte tous les motifs. En fait, on ne prend pas en compte, par exemple, ceux qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire l'enquête mobilité sur l'Île-de-France. On ne sait pas ce que les non-franciliens font. Voilà, donc ça va changer déjà beaucoup de choses. Et puis, il y a une autre chose qu'on aimerait bien changer, c'est que dans les aires urbaines ou les aires d'attraction des villes, l'INSEE présuppose qu'il y a un centre. Et donc, sa mesure a changé, puisque maintenant c'est avec la densité, c'est plus avec la continuité du bâti, mais il y a toujours l'idée que le centre est le centre, et ça ne se discute pas. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les flux dans les deux sens. Et donc, on va détecter peut-être des centralités qui n'apparaissent pas dans les systèmes de calcul de l'INSEE, puisque en fait c'est éliminé d'avance. Et ça va dans le sens de ce que Jean disait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il ne faut pas trop simplifier les systèmes le système urbain français, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr des grosses masses. Bon, déjà avec les limites de l'INSEE, nous, on a attribué 15 millions d'habitants à l'aire urbaine de Paris et pas 13, comme le dit l'INSEE. Hein, donc c'est cohérent avec l'attractivité des grandes villes. Mais il faut aussi regarder dans le détail. Il y a plein de petits endroits, certains qui sont des aires urbaines, mais d'autres qui sont des morceaux d'aires urbaines. Par exemple, comme on l'a vu, il y a des villes-centres qui ne vont pas très bien. Ça veut dire que les gens, par exemple, ne vont pas y faire leurs courses. Mais par contre, les zones commerciales qui sont à la périphérie, elles, marchent du tonnerre de Dieu. Et donc ça, on va le voir. Donc peut-être que, je ne sais pas si vous connaissez Laon, par exemple. Laon, c'est une ville dont le centre est extrêmement répulsif. Il y a un petit problème de déclivité. Et du coup, maintenant, les quartiers de Laon, ce n'est pas la vieille ville ou la haute ville et la basse ville, c'est Leclerc, Carrefour, Auchan. C'est-à-dire autour des grands centres qui sont en bas dans la ville récente. Donc, ça, on devrait pouvoir le voir si on ne se débrouille pas trop mal. Et donc, il est tout à fait possible que, je dirais, l'information qu'on donne à la scène politique sur, disons, les périmètres idéaux de gestion des sociétés locales soit assez différent de ce qu'on a actuellement. Pour compléter, si vous voulez, aujourd'hui, quand vous faites des analyses de mobilité, le meilleur outil dont on dispose en termes d'enquête, c'est les enquêtes ménage-déplacement. C'est quelque chose qu'on fait tous les 10 ans. Par exemple, sur Lyon, on va interroger 26 000 personnes pendant 6 mois. Donc, vous imaginez, ça coûte quand même très cher. Et on a une échelle qui est quand même pas très fine. Hein. Et on ne prend en compte, on va interroger que les résidents. Tous ceux qui viennent de l'extérieur et qui vont sur cette aire urbaine passent au travers. Les touristes ne sont pas intégrés. Le samedi et le dimanche, on n'enquête pas. Donc, en fait, on rate une partie importante des questions de mobilité sur ces territoires. Et je le redis, avec le train et la voiture, on peut faire beaucoup de kilomètres dans des temps finalement assez raisonnables. Il y a des gens qui font vraiment beaucoup de kilomètres, hein, vraiment. Et donc, là, bon, il y a une thèse ici qui a été soutenue par Benoît Conti, qui montre bien qu'en termes d'émissions de CO2, les liens entre les villes, ça pèse quand même très lourd. Hein. Ça pèse 2% des émissions de la France, c'est pas rien, parce que c'est peu de gens
enfin peu de gens. On parle sans doute de 1 à 3 millions de personnes qui font beaucoup de kilomètres. Et essentiellement en voiture, parce que le système ferroviaire, étant ce qu'il est, c'est compliqué. Donc ça, c'est des choses qu'on doit pouvoir tracer, en fait. Voilà. Qu'on va pouvoir tracer, parce que justement, on se moque des frontières administratives. Nous, ce qui nous intéresse, c'est voilà, d'où viennent les gens, comment ils occupent le territoire, quelle que soit la frontière administrative. On a un peu parlé des futurs chantiers, notamment sur les mobilités, sur le découpage des aires urbaines. Donc on n'est pas encore prêt à vous parler de quelque chose qui nous intéresse beaucoup, qui est la comparaison avant et après Covid, parce qu'il y a un problème enfin pas d'ajustement, mais d'harmonisation des données. Et on est encore en train d'y travailler. Disons que nos premiers résultats, on peut parler de résultats, nous laissent penser que, comme beaucoup d'études l'ont montré aussi, il ne s'est pas passé grand-chose en fait. Le monde d'après ressemble terriblement au monde d'avant. Je ne sais pas si c'est rassurant ou inquiétant. Oui, donc ça c'est un chantier effectivement qui nous intéresse beaucoup. Donc là, on devrait pouvoir toucher au but. Donc ça ne sera pas le cadeau de Noël pour la fabrique cette fois-ci. Ça sera au prochain épisode. Donc on vous présentera ça. Mais effectivement, voilà, il y a des changements. Mais comme ils ne sont pas énormes, il faut du coup être assez rigoureux sur le degré de précision des données. Donc on préfère prendre le temps de fournir des données qui soient le plus carré possible. Donc c'est pour ça qu'on ne vous le livre pas. On aurait aimé le faire, mais c'est pas encore possible. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question, un remords, un regret? Ah, un remords, un regret, il y en a toujours. C'était plutôt pour le après. Je voulais savoir quels étaient les axes d'exploitation de ces données que vous aviez prévus, parce que j'imagine que ça doit intéresser un nombre de gens très important, que ce soit au niveau politique ou au niveau touristique, entre autres. Je pense que vous avez là une manne d'informations qui doit intéresser beaucoup de monde. Franchement, le champ, il est énorme. Hein. Le champ est énorme. Moi, ça fait 30 ans que je travaille dans le secteur de l'aménagement et des mobilités. Voilà, ce qu'on est en train de faire là, c'est un peu le Graal dont rêvent beaucoup de personnes. Donc on va pouvoir reconstituer des flux, on va pouvoir faire des analyses assez précises. Je peux vous dire un truc, voilà, qui va. On parle beaucoup des services express régionaux mais métropolitains. Je vais parler des cars express. Aujourd'hui, on est en mesure de dire combien de millions de Français sont potentiellement concernés par des services de ce type-là. On pourrait aussi dire quel est leur revenu moyen. Vous voyez, donc il y a des questions à la fois d'accessibilité à la ville, il y a des questions évidemment d'environnement sur les émissions de CO2, mais il y a aussi des questions sociales. Donc franchement, le champ il est énorme. On en est juste au début. Les croisements avec d'autres données, ils sont évidemment nécessaires. C'est-à-dire que c'est jamais une donnée toute seule qui va vous raconter le territoire. L'intelligence, c'est de croiser les disciplines et de croiser les données. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. J'espère qu'on va y arriver. Mais c'est dans ces approches-là pluridisciplinaires qu'on arrive à appréhender au mieux le monde tel qu'il est, tel qu'il bouge, et du coup apporter des solutions qui collent le mieux aux réalités, quoi. Plus de remords, plus de regrets? Alors, il me reste à vous remercier. Je pense qu'on peut peut-être... Et comme ce que vous avez fait le mieux là tout de suite, c'est de nous mettre en appétit, intellectuel certes, mais peut-être aussi moins spirituel, je vous propose qu'on continue ces échanges autour d'un verre. Merci à tout le monde.